ensuite essayer de mettre ça en place en classe. Alors, je vous propose de démarrer directement, on va voir si ça fonctionne. Je suis réveillé depuis 4h30, donc c'est un peu difficile. Voilà, c'est bon. Non, c'est pas bon du tout même. Alors, on va reprendre tranquillement. J'avais une super télécommande pour faire tout ça, et pendant les vacances, les piles ont coulé à l'intérieur, et j'ai perdu le bénéfice de cette télécommande. Donc, la première chose, je vais vous montrer une production des élèves de 4e l'an dernier. C'est eux qui ont travaillé de façon complètement autonome. Ils ont fabriqué eux-mêmes leurs maquettes, ils ont appris à programmer de façon en coopérant et à partir des ressources qu'ils avaient à leur disposition. Donc, je vous laisse démarrer par ça. Bonjour, voici notre projet pour le concours. Nous avons utilisé la programmation qui est au programme de 4e. On a utilisé un boîtier Pickaxe et on a programmé un système d'éclairage automatisé. Tout ceci avec une organisation et une répartition des tâches primordiales pour former une bonne équipe. Les différents types de programmation. Pickaxe et Scratch. Première étape, Pickaxe. Tout ceci commence avec une lampe, détecteur de mouvement et de luminosité, tout ça commandé par un boîtier. Le programme va dire, lorsqu'il fait nuit et qu'il y a un lien mouvement, on allume la lumière. Cependant, s'il fait jour ou qu'il n'y a pas de mouvement, la lumière reste éteinte. Tout ceci grâce au boîtier doté d'un microcontrôleur qui va tester les entrées et dire si oui ou non il faut allumer la sortie. Deuxième partie, Scratch. Scratch permet de reproduire le programme que nous avons fait en informatique. Sous forme d'un jeu vidéo. Par exemple, jour et mouvement, la lumière ne s'allume pas. Mais si nous mettons la nuit et que nous faisons bouger notre bonhomme, la lumière s'allume. Et le professeur dans tout ça? Le professeur nous a orientés sur un projet, nous a donné des idées pour permettre de le faire, des conseils et des explications. Tout ceci en nous laissant autonomes et en équipe. Donc la question c'est, est-ce que c'est complètement utopique? Est-ce que c'est possible avec tous les élèves? Comment mettre ça en place? Par où démarrer? Donc pour ça, je vais vous proposer le plan suivant. Qu'est-ce que la coopération? Pourquoi je veux mettre en place une coopération en classe? Quelques éléments de recherche, donc de temps en temps il y aura des petites vidéos de 2-3 minutes. Comment démarrer? Quel lien avec l'évaluation? Et puis j'espère pouvoir tenir les délais, il faut vous laisser un temps de questions. Donc au travers des différentes vidéos, n'hésitez pas à noter quelques questions que vous poserez à la fin. Donc la première chose, la coopération, c'est opérer ensemble. Donc c'est l'ensemble des situations ou des personnes qui produisent ou apprennent à plusieurs. Alors on va pouvoir faire une typologie comme ceci, suivant que la situation soit formelle, c'est-à-dire prévue par l'enseignant, ou informelle, à l'initiative des élèves. Il y a également le fait qu'on peut être dans une relation asymétrique, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui sait, qui va expliquer à celui qui va aider plutôt, celui qui ne sait pas encore. Ou alors, une relation symétrique, c'est-à-dire qu'on se retrouve face à un problème et on démarre tous ensemble sans qu'il y ait un qui soit spécialiste. Donc là, on est sur des principes de collaboration. Donc, on va retrouver l'entraide, l'aide, le tutorat ou le travail de groupe. Je vais essayer de l'imager rapidement. J'avais prévu quelques petites vidéos l'an dernier. La professeure documentaliste est venue me filmer en classe. Manque de bol, donc disque dur au mois de juin m'a lâché et pas de sauvegarde. Moi, sauvegarde daté depuis plus d'1 an et demi, c'est bien pour un formateur TIS. Donc, j'ai repris les petites vidéos en début d'année. Et donc, vous verrez quelques extraits de ce que ça donne après 3 semaines de cours. Et j'ai quand même réussi à récupérer une vidéo de l'an dernier où là, on peut voir après 2 trimestres ce que ça donne. Alors, donc, l'un des éléments, par exemple, c'est le tutorat, où là, c'est l'enseignant qui va formaliser l'aide entre les élèves, avec donc un élève qui va savoir et qui va devoir aider un élève qui ne sait pas encore. Donc pour ça, on a des outils comme le brevet du tuteur qui permet à l'élève de se questionner sur est-ce que aider, c'est donner la réponse? Est-ce que aider, c'est n'aider que ses copains? Est-ce qu'aider, c'est tricher?
Donc il y a tout un tas de questions, je vous laisse un document où vous avez tout ça si vous voulez poursuivre ou réutiliser. Cette année, je vais l'informatiser, voir ce que ça peut donner pour gagner du temps dans le traitement du formulaire. Donc, je vous disais un petit exemple qui a été filmé la semaine dernière avec mon smartphone, donc c'est de moins bonne qualité que ce qu'on avait pu produire l'an dernier. Tant pis pour moi, je vais reconnaître cette année. Donc il y a toujours un temps de travail individuel avant de passer en équipe pour permettre à chacun de réfléchir à son rythme, pour éviter qu'il y ait un leader qui impose son idée aux autres. Donc ici c'est une classe où j'avais quelques élèves que j'avais l'an dernier, d'autres que je découvre cette année. Je présenterai ces documents un petit peu plus tard. Donc j'ai ici une classe de 20 élèves, alors qu'ensuite j'ai des classes de 30 élèves. Par le jeu des options, on se retrouve là, c'est une classe de 25 élèves, sinon j'ai 3 classes à 30 élèves. Donc là on voit un groupe qui s'est regroupé par affinité ou par intérêt sur l'ascenseur. Ici ils ont décidé de se mettre autour d'un portail automatique quand il n'est pas encore automatisé. Ici ils sont en train d'apprendre à programmer un automate sur la 8e sur Pickaxe. Là, on voit une relation d'aide, puisque moi je sais et je suis en train d'expliquer à 5 élèves qui ne savent pas encore. Les autres travaillent de façon autonome. J'ai déjà identifié que ces élèves vont pouvoir me servir de tuteur dès la semaine prochaine pour que je puisse être libéré pour les autres élèves. Donc là, on travaille sur la chaîne d'énergie, puis on va apprendre la programmation pour passer à la chaîne d'information. Au départ, la maquette est complètement nulle, ils partent de leur hypothèse, de leur dessin, je leur donne le matériel qu'à partir des dessins ou schémas qu'ils vont donner. Donc ces élèves en fait m'ont demandé de l'aide, ce qui fait que je les ai regroupés pour expliquer à 5 élèves en même temps. Je ne leur ai pas imposé, les autres ont préféré essayer de travailler sans mon aide. À partir des ressources qui sont à leur disposition, sur le MT du collège, j'ai mis quelques tutoriels. Et il y a Pascal Fujade et Nicolas Pourreau et le groupe de formateurs de l'Académie de Toulouse qui ont fait énormément aussi de tutoriels et de fiches connaissances sur le site académique. Ça me permet de leur passer un petit coup et de les remercier, c'est très utile pour les élèves. Donc, pourquoi j'ai mis ça en place? Parce que j'en avais marre de voir ce genre de bulletin. Là, c'est le bulletin du 4e que je vais vous montrer juste après, un petit peu plus tard. Classe très hétérogène, beaucoup d'inertie, manque d'implication, bref, l'hétérogénéité est souvent vue comme un défaut de la part des collègues, alors que ça peut être une richesse. Donc, je vous laisserai le diaporama, vous pourrez aller voir. Après, on peut voir des appréciations différentes suivant les disciplines. Il me semble que c'est plutôt suivant les situations que font vivre les enseignants. En formation initiale, il y a des stagiaires de l'école primaire qui vont passer une journée en collège. Et ils suivent une classe sur une demi-journée. Le constat qu'ils font tous, c'est que le comportement des élèves change en fonction de l'enseignant. Et donc on leur donne une grille d'analyse, j'en parlerai tout à l'heure avec les postures de Dominique Bucheton. Donc j'en avais marre un petit peu de ça, il fallait bien que je gère l'hétérogénéité de mes élèves. Ensuite, aujourd'hui, on est face à un centre commercial où les connaissances sont en libre service. Vous ne savez pas quelque chose, Google le sait, ou un autre moteur de recherche, voire même les livres, ça fait 500 ans qu'on a inventé l'imprimerie. Donc, l'idée aujourd'hui, Michel Serres nous le rappelle, c'est peut-être pas finalement de transmettre, tout est transmis, mais apprendre à aller sélectionner l'information dans les milliards d'informations que je peux trouver, apprendre à la réutiliser pour résoudre des tâches complexes. Donc si on s'intéresse aux compétences du XXIe siècle, on peut s'apercevoir que résoudre des problèmes complexes, c'est la première des compétences attendues, que la coopération, on le retrouve sur cette grille de 2015 à la seconde place, coordination avec les autres, on le retrouve à la 5e place pour 2020, en tout cas c'est des éléments qui restent très importants. J'ai remarqué au passage que la capacité d'écoute qui était en 9e position est en train de disparaître. On demande peut-être moins à nos élèves de passer leur temps à écouter, mais d'être créatifs et d'essayer d'agir.
L'autre chose, c'est le socle commun. Il y en a un nouveau depuis 2016. Alors, ce qui me rassure, c'est qu'il allait dans le sens où je travaillais déjà. Par exemple, avec apprendre à apprendre, apprendre à s'organiser, apprendre à planifier son travail, apprendre à programmer, à persévérer face aux difficultés, à expliquer aux autres, apprendre à travailler en équipe, ça me semble fondamental aujourd'hui. L'autre chose, c'est la formation de la personne et du citoyen. Plutôt que de faire des leçons de morale, j'ai décidé de le faire vivre avec les élèves. On va vivre au quotidien cette liberté. On a aussi un référentiel de compétences depuis juillet 2013. En tant que formateur, c'est vraiment notre cahier des charges, et c'est à partir de ça qu'on anime des formations. Ce document date de 2015 parce que vous avez des descripteurs pour être un petit peu plus précis. Mais la première, c'est faire partager les valeurs de la République. Donc quand mon inspecteur vient, la première des compétences, c'est pas de terminer mon programme, c'est de faire partager les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité, laïcité. Depuis les événements récents, ça avait été écrit en 2013, je me rappelle, ça prend en essence encore plus fort, il me semble. Donc quel espace de liberté je laisse à mes élèves dans la classe? Comment je développe la fraternité et l'égalité des chances? Est-ce que dans ce que je leur propose, ils ont tous la possibilité de progresser? L'autre élément, c'est prendre en compte la diversité des élèves. J'en ai une encore cette année qui s'émerveille en essayant de mettre une pile et d'en faire un circuit fermé avec un moteur. Elle n'y arrivait pas en quatrième. C'est la première fois qu'elle découvrait ça. Tandis qu'un autre élève, l'un de ceux qui a fait cette vidéo justement, a réussi à me faire un pont en H parce que son père est prof d'électronique. Donc comment faire pour pas que les meilleurs s'ennuient et les plus mauvais décrochent? La zone proximale de développement, pour appeler piste de ski, si je pars de trop loin, la première n'arrivera pas à suivre, et si j'enseigne quelque chose que l'autre sait déjà, il va s'ennuyer aussi. Donc comment faire? L'autre chose, Pascal Pugel a insisté ces 2 dernières années lorsqu'il est venu sur la notion de lâcher prise. Le prof qui ose mettre ses élèves en groupe, qui arrête d'être dans le contrôle, dans le fais ceci, fais cela, comme ceci, comme cela, et qui va oser tourner le dos. Ce qu'en dit la recherche, Dominique Bucheton, qui était spécialiste de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, qui, avec son équipe de recherche, ont identifié un certain nombre de postures, c'est-à-dire de façons de réagir dans des situations connues. L'élève réagit toujours de la même façon, l'enseignant aussi, selon 5 modalités. Je ne vais pas tout détailler ici. Simplement, on trouve souvent les élèves en difficulté sont souvent dans une posture première, ils font l'activité. Ils ne savent pas pourquoi ils le font. Clique sur le bouton, que se passe-t-il? La DEL reste éteinte. Clique sur le bouton, que se passe-t-il? Reste toujours éteinte. Appelez-vous Fournier que j'avais montré il y a 3 ou 4 ans. Clique sur les deux, que se passe-t-il? Oh, la DEL s'allume. En quoi développe l'intelligence des élèves en faisant ça? Donc ils le font, ils ne savent pas pourquoi ils le font. La posture qu'on attend, c'est les élèves qui savent qu'ils sont en train de faire la question 3 parce qu'elle va leur servir à la question 4 et qu'il n'y avait peut-être pas de lien avec la question 2. On écoute ce qu'elle nous dit sur ce qu'elle a observé sur le lâcher-prise. Il y a un fond qui n'est pas très bon, peut-être. C'est peut-être bien l'école qui ne fait pas son travail. Vous entendez au fond? Pour amener les élèves à changer de poste. Si les autres de milieux favorisés, où on parle bien, où on circule, où on va dans des contextes socio-culturels différents, ont appris naturellement à aborder les tâches de manière différente parce qu'ils sont trempés, ils bougent, etc. Donc ils ont construit des postures cognitives et langagières multiples et diverses. Les autres à l'école les ont construites. Et toute la scolarité les a au contraire peut-être enfermés dans des postures scolaires qui va à la ligne après 3 carreaux, que répète la consigne du maître, ça doit faire 3 lignes, etc. Ils ont été formatés, peut-être empêchés de penser aussi. Il n'y a pas eu d'espace suffisant. D'où après le questionnement de se dire, et les travaux sont là actuellement, ils ne sont pas finis, de se dire est-ce que où est l'effet maître, où est l'effet élève? Alors, ce que nous avons observé de manière, on ne va jamais dire de manière certaine, parce qu'en sciences humaines, on ne peut pas dire des choses de manière certaine,
nous avons observé, c'est lorsque les enseignants sont massivement en posture de contrôle, évalue, contrôle, cadre, faut cadrer, on est en Z, faut cadrer, on contrôle, etc., on a massivement des élèves en posture première, en posture secondaire. Ça ne réfléchit pas, ça ne pense pas. Et quelquefois ça refuse. C'est de ça, mais de ça, il veut dire cette douleur de voir ces élèves-là qui sont dans un état d'empêchement de penser, du fait même de la bonne volonté des enseignants, de les faire travailler, de les accompagner, de les aider. Alors que lorsque on voit les mêmes enseignants dans des établissements difficiles se mettre en posture de lâcher prise, se mettre en posture d'accompagnement dans des dispositifs d'atelier ou autres, les lâche prise, accompagnent, laissent un espace de pensée aux élèves, et bien on voit s'installer la posture réflexive aussi, et on voit s'installer la posture créative, et on n'a plus de posture de refus. Donc quelque part, le jeu, là où nous pensons, c'est le jeu des postures, la dynamique des postures de l'enseignant et la dynamique des postures des élèves, c'est une dynamique partagée. Et ça n'est pas que de la responsabilité de l'enseignant, ni ça n'est pas que de la responsabilité des élèves. C'est une dynamique qui est mouvante, y compris à l'intérieur d'un même cours, on sent que cette dynamique évolue. Je suis conscient que certains de ces apports peuvent déstabiliser. Il y a deux réactions possibles, on peut culpabiliser, mais on peut aussi y voir une lueur d'espoir, parce qu'effectivement, l'enseignant garde un pouvoir dans sa classe et garde le pouvoir de mettre en place des dispositifs qui vont aider un enseignant réel à progresser. L'autre chose qui m'a énormément marqué, c'est cette vidéo que vous avez probablement vue, puisqu'elle a été vue des millions de fois depuis 5 ou 6 ans, qui tourne en boucle, qui dure un bon quart d'heure, Sir Ken Robinson, qui a été chargé de remettre en place les activités d'art plastique dans l'enseignement au Royaume-Uni, puisqu'elle ne faisait pas partie des disciplines obligatoires, et qui est devenu spécialiste des systèmes éducatifs dans le monde. Je me suis permis de faire un petit montage de 2 minutes, juste pour rappeler le contexte par rapport à la coopération. Je ne me lasse pas, ça doit faire 150 fois que je la vois, mais on me fait toujours le même effet. Être véritablement intelligent, c'était raisonner selon une logique déductive et maîtriser les humanités, comme on disait. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les compétences intellectuelles. Cette notion est gravée dans le marbre de l'enseignement public. On classe les gens dans 2 catégories, scolaires et non scolaires, intelligents et non intelligents. Résultat, de nombreuses personnes très douées sont persuadées d'être bêtes, car elles ont été évaluées selon cette seule conception. Les écoles sont calquées sur les usines. On y sonne la cloche, les salles sont séparées, on enseigne les matières isolément. Nous instruisons toujours les enfants par classe. Je veux dire, on les soumet à un système organisé selon l'âge. Pourquoi ? Pourquoi croyons-nous que le principal dénominateur commun des enfants est leur âge ? Comme si leur caractéristique principale était leur date de fabrication. Pour ma part, je connais des enfants qui, dans certaines matières, sont bien meilleurs que leurs copains du même âge, ou qui travaillent mieux à certaines heures, ou en petits groupes plutôt qu'en classe complète, ou encore qui veulent rester seuls. C'est gravé dans le marbre de l'éducation. Or, nous devons envisager autrement les capacités humaines, dépasser cette vieille scission entre compétences intellectuelles et non intellectuelles. Ce n'est qu'une abstraction, une théorie, un mode de sélection. Regardons enfin les choses en face, tout ça, c'est un mythe. Ensuite, nous devons reconnaître que la plupart des acquisitions de base se font en groupe, que la coopération alimente le développement. Si nous atomisons les gens, si nous les séparons et si nous les jugeons individuellement, nous les séparons de leur environnement éducatif naturel. Enfin, tout repose sur la culture de nos institutions, sur leurs habitudes autant que sur le milieu dans lequel elles fonctionnent. Je me suis donc dit qu'il était temps que je change moi aussi de paradigme. Et aujourd'hui, par exemple, j'aimerais trouver des collègues suffisamment motivés pour oser faire une classe de cycle. Puisqu'on a des programmes de cycle sur 3 ans, pourquoi ne pourrions-nous pas avoir des élèves de 5
5e, 4e, 3e, dans une même classe, où on pourrait mettre en place une pédagogie coopérative. Alors je suis conscient que pour faire ça, il faut d'abord être utile. Du coup, je vais revenir ensuite sur comment démarrer, parce que vous mettez un collègue qui n'est pas prêt à faire de la pédagogie différenciée, il va se retrouver en difficulté, comme quand nos inspecteurs nous ont demandé de nous mettre en îlot sans nous former au travail d'équipe. Ça peut être une catastrophe pour des collègues et pour les élèves. Alors, la recherche par rapport à l'empathie, par rapport à l'altruisme, il y a 2 émissions qui sont passées l'an dernier sur Arte, elles sont encore sur Internet, on peut les voir sur YouTube par exemple. J'en ai pris 3 petits extraits en lien donc, avec ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Donc pour démarrer, il faut déjà être conscient de qu'est-ce qui se passe chez nos élèves. La vision d'un enfant égoïste, centré sur la seule recherche du plaisir, a longtemps prédominé en psychologie infantile. Au fil d'expériences menées sur des centaines d'enfants de tous milieux, Michael Tomasello et Félix Varnhagen vont bousculer ces théories. Hier, fertig. Kommt hier hoch. Ja? Guck mal hier. Here you see me putting. Là, vous me voyez accrochant des serviettes sur un fil quand je fais tomber accidentellement une pince à linge. While I'm doing that, Pendant que je fais ça, un jeune enfant regarde. oh, he's 18 months. Il a 18 mois. And so the question we had Notre question c'était d'abord, children understand est-ce que les enfants vont comprendre mon problème? that I'm Et ensuite, and then voudront-ils m'aider? to help. So, kommt hier rüber. Oh. Da kann ich weitermachen. Ne? Je ne m'attendais pas du tout à ce que des enfants aussi jeunes aident autant. C'était une vraie surprise. Guck mal hier. Ils aident automatiquement. Ils se fichent pas mal qu'on les regarde ou pas. Ils aident naturellement. Et toutes ces situations ne leur coûtent pas trop. Nous avons donc voulu savoir si les enfants continueraient à aider, si ça leur demandait plus d'efforts. Cette fois, l'enfant s'amuse dans une piscine à balles. Et notre question c'était, alors que l'enfant s'amuse en faisant quelque chose dans son coin, va-t-il se lever et aider? La personne ne lui demande pas d'aide, il faut juste qu'elle a besoin d'aide. Alors même qu'il ne retire aucun bénéfice de son action, l'enfant fait preuve d'altruisme. Donc déjà, première leçon, c'est que c'est naturel. Alors que se passe-t-il après? Martin Nowak est biologiste de l'évolution et mathématicien, et c'est avec des équations qu'il répond à cet apparent paradoxe. Comment la sélection naturelle peut-elle favoriser la coopération? Martin Nowak l'explique par 5 mécanismes. Le premier mécanisme, c'est la réciprocité directe. C'est-à-dire que puisque nous nous côtoyons sans cesse, si je vous aide maintenant, vous allez m'aider plus tard. Je vous aide, vous m'aidez. C'est une sagesse simple et fondamentale qui peut permettre aux coopérateurs de gagner. Mais ce n'est pas tout, parce que ça ne peut pas expliquer toute la coopération humaine.
Il y a quelque chose d'autre qui est vraiment important et que j'ai décrit plus tard. C'est la réciprocité indirecte. La réciprocité indirecte, c'est « je vous aide pendant que d'autres observent ». Et le fait d'aider vous donne une bonne réputation au sein de la communauté. Et les gens sont obnubilés par la réputation. Nous parlons continuellement des autres. Ce sont les ragots. Nous sommes obsédés par ces commérages. Qu'est-ce que vous savez d'un tel, d'un tel? Est-ce qu'on peut lui faire confiance ou pas? Les trois autres mécanismes sont la sélection spatiale, la sélection de groupe et la sélection de parentèle. La sélection spatiale veut que les coopérateurs se regroupent entre eux et s'aident mutuellement, comme des voisins par exemple. Ou des associations. La sélection de groupe montre qu'un groupe de coopérateurs l'emporte toujours sur un groupe dont les individus ne coopèrent pas, comme dans des équipes sportives. Enfin, la sélection de parentèle montre qu'on aide davantage ses proches parents. La raison pour laquelle il y a ces grandes civilisations, si nous sommes 8 milliards de personnes dans le monde, c'est parce que nous sommes des coopérateurs, pas parce que nous sommes dans la compétition. Si nous ne coopérions pas, nous ne serions plus là. Oui, j'entends souvent dire qu'il faut préparer les élèves au monde dans lequel ils vont vivre à la compétition, mais on s'aperçoit que notre société s'en sort grâce à la coopération. Regardez une entreprise, vous mettez en place la compétition, et regardez le burn-out ou les suicides qui peuvent en découler. Et vous regardez une entreprise, j'en ai encore visité une l'an dernier, je vais en visiter une la semaine prochaine, où le management se fait de façon horizontale et pas de façon verticale. Les résultats sont complètement différents. Et enfin, dernier rapport, pourquoi du coup, puisqu'on est coopératif, on finit par rentrer en conflit? Si la coopération est plus efficace que la compétition, alors pourquoi ne triomphe-t-elle pas toujours? Pourquoi ces conflits qui menacent la planète? C'est une question fréquente. Si les bébés naissent avec un sens moral, avec un sens du bien et du mal, pourquoi certains adultes sont si horribles? Pourquoi devenons-nous parfois de si mauvaises personnes? Question essentielle, retour au Baby Lab pour un début de réponse. Nous nous sommes demandé si les très jeunes enfants faisaient la différence entre des individus qui leur ressemblent et des individus différents d'eux. L'expérience commence par un choix qui peut paraître banal. On demande à l'enfant sa préférence entre deux types de céréales, des Cheerios, des crackers. La même question est posée à deux marionnettes. Chacune va faire un choix différent. Laquelle des deux va préférer l'enfant? Celle qui a choisi les mêmes céréales que lui ou l'autre? Who do you like? That guy? Okay, that guy? Nous avons observé que les bébés préfèrent ceux qui leur ressemblent, ceux qui partagent leur goût. C'est le cas pour 8 enfants sur 10. C'est fascinant de constater que chez les bébés, des distinctions a priori peu importantes comptent beaucoup. Mais c'est vrai pour les adultes aussi. Il y a de nombreux exemples en psychologie expérimentale, mais aussi dans la vraie vie. Des distinctions aussi subtiles que l'équipe de sport que vous soutenez, la couleur du t-shirt que vous portez, peuvent amener à diviser le monde entre les gens comme moi et les gens comme les autres. Diviser le monde entre nous et les autres va-t-il jusqu'à rejeter les autres? Au centre de la scène, la marionnette qui préfère les autres céréales, donc celle qui n'a pas les mêmes goûts que l'enfant, tente d'ouvrir la boîte. Le chien bleu l'aide, le jaune l'en empêche. Et cette fois, l'enfant choisit le mauvais garçon. À ma grande surprise, ils aiment celui qui se conduit mal avec l'individu qui n'a pas les mêmes goûts que lui. En un sens, la plus grande partie de ce qui va mal dans le monde vient de notre volonté de distinguer ceux dont nous nous soucions et les autres. On va durer
puisqu'après on voyait la même recherche, cette fois-ci en image cérébrale pour voir qu'est-ce qui se passait au niveau du cerveau. Et on s'aperçoit que, au lieu que ce soit la zone de l'empathie qui s'active, c'est celle du plaisir. On a en plus un plaisir sadique à faire du mal à celui qui ne nous ressemble pas. Alors ça a été montré particulièrement avec des supporters de foot, par exemple. Donc, on s'aperçoit que mon idée du coup c'est d'agrandir le nous, pour pas que ce soit d'un côté l'adulte, de l'autre côté les enfants, d'un côté le prof, de l'autre côté les élèves, ou le prof et la classe de 4e 5, ou le prof et les parents, le prof et la direction. L'idée ça va être d'agrandir le nous. Comme ça on ne rejette plus les autres du coup, puisqu'on appartient à la même communauté. Alors, pour démarrer en classe, le souci c'est qu'il ne va pas suffire de les mettre en équipe. Alors là, je demanderai de ne pas filmer cette partie-là parce que c'est Sylvain Connac qui a été filmé, donc Sylvain Connac, chercheur sur la spécialité des pédagogies coopératives, a filmé les élèves, ils ont même parfois équipé de caméras cravates pour voir si ça ne donnait pas l'influence de la caméra. Et donc il m'a dit que je pouvais l'utiliser en formation, mais que ça ne se retrouve pas sur internet, puisque vous allez voir des élèves de CE2 qui n'ont pas appris à travailler en équipe, et ensuite des élèves de CE1 qui ont appris à travailler en équipe. Je vous laisse observer la différence. Sac de bâton de parole. On doit demander la parole, tout le monde ne parle pas en même temps. On va murmurer. Chacun a des petits rôles. On voit les petites étiquettes devant lui. Un distribue la parole, l'autre va être référent du calme, etc. Je vous le présenter. Ce sont ces outils qui m'ont sauvé il y a 1 an et demi avec la classe de 4e 2 dont je vous ai montré le bulletin tout à l'heure. Donc, comment démarrer? La première chose, un petit clin d'œil. Sans formation pédagogique, finalement, c'est quoi un bon prof? Juste un bon élève qui a trouvé du boulot. Il y a eu une alternance il n'y a pas trop longtemps, mais avec la politique précédente, la formation initiale avait été supprimée. On pensait, beaucoup de gens encore pensent, qu'il suffit d'être bon en maths pour enseigner les maths, qu'il suffit d'être bricoleur pour enseigner la technologie. Non, il y a des savoirs pour enseigner. Il ne suffit pas de s'y connaître en programmation, il faut aussi avoir des connaissances, par exemple, sur le fonctionnement du cerveau. Donc, ces âmes ici tirent chacun de leur côté, puis finalement, en coopérant, on voit qu'on va y gagner un petit peu plus. On peut faire un parallèle aussi avec des enseignants que vous mettez ensemble pour travailler sur un pays, ou pour une liaison école-collège, ou pour un conseil d'administration. Il ne suffit pas de mettre des adultes ensemble pour qu'ils coopèrent. La première fois que j'étais à la DGESCO, je vais faire un clin d'œil comme ça à Bertrand, je suis resté 20 minutes, comme ça. 30 autour de la table, 3 inspecteurs généraux, c'était réparti le temps de parole à des 20 premières minutes. J'ai juste demandé si, comme on était 30, on ne pouvait pas mettre quelque chose un peu plus coopératif en place. Un collègue a sorti un stylo avec écrit police dans sa trousse et il a proposé que ce soit le bâton de parole. De suite, tout le monde a pu s'exprimer, c'était un petit peu plus simple.
L'autre chose, puisque ça s'apprend, il y a un référentiel de compétences, j'en ai parlé tout à l'heure, donc connaître les élèves et les processus d'apprentissage, s'engager dans une démarche individuelle et collective de développement professionnel, ça veut dire qu'on apprend tout au long de notre carrière. Ah, bonne nouvelle, chaque année je continue à apprendre des choses. Comme dit Jean-Michel Zakhartchouk, si chaque année on peut essayer quelque chose de nouveau, moi ça fait 14 ans que j'enseigne, ça me fait au moins 14 nouvelles façons d'enseigner. Voilà, j'en suis au moins à une chose nouvelle par trimestre, donc mon boîte à outils est en train de s'agrandir. J'entends souvent aussi les gens dire oui, mais on n'a pas le temps, on n'est pas formé. Et bien alors, interrogeons-nous. 1607 heures, qu'est-ce que j'en fais? Pourquoi je passe autant de temps à mettre des documents en forme sur mon ordinateur pour dire à l'élève fais ceci, fais cela, comme ceci, comme cela, alors qu'il me suffit de penser à une situation motivante, ça je peux le faire en tombant ou en cuisinant, et lâcher prise. J'ai gagné du temps, je passe beaucoup moins de temps devant mon ordinateur, je passe beaucoup moins de temps devant ma photocopieuse. J'ai des livres de 2 ou 3 éditeurs différents à disposition dans la classe parce qu'il n'y a pas qu'Internet dans la vie. Et ça va être l'occasion de travailler autrement. Donc le temps que ça va libérer, ça me permet de venir ici, ça me permet de lire des ouvrages comme ceux dont je vais parler juste après. Allez, on a le temps, pas le temps, non, je vais passer rapidement. C'était une petite connaissance sur le fonctionnement du cerveau de nos adolescents pour voir ce qui se passait au niveau du cervelet chez nos ados qui nous insupportent. Par exemple, le fait qu'ils s'affalent sur les chaises alors que c'est une position tout à fait naturelle. Je vous laisserai le regarder. Les vidéos, vous pouvez les regarder chez vous, le support sera en ligne. Je vais plutôt profiter d'un temps d'échange ensuite. Donc Sylvain Connac, pour démarrer, j'ai lu son livre Apprendre avec les pédagogies coopératives. J'ai eu la chance ensuite d'avoir une formation à Toulouse. Hier soir, je l'ai eu au téléphone, j'ai eu Nicolas Toureau juste avant et donc Pascal Pujade qui enseigne la technologie sur l'Académie de Toulouse. Ils étaient en formation avec Sylvain hier. Voilà, donc il pense à vous, il ne pouvez pas venir aujourd'hui. Mais en tout cas, son livre et ses outils m'ont énormément aidé. L'autre chose aussi, c'est les cahiers pédagogiques, mieux apprendre avec la coopération. Donc voilà des éléments. On est dans un métier d'intellectuel où on s'aperçoit que la recherche montre qu'on ne lit pas plus qu'un français moyen. Et on attache beaucoup d'importance aux connaissances qu'on enseigne et peu aux connaissances pour enseigner. La pédagogie, on entend souvent oui, le pédagogue, il y a longtemps qu'ils n'ont pas eu d'élèves, etc. On a tendance à être médisant et à peu s'intéresser ou à peu apporter de crédit à ces ouvrages-là. Ceux qui ont tendance à lire ces ouvrages-là, c'est ceux qui deviennent formateurs. Moi, c'est parce que je suis devenu formateur que j'ai le plus progressé. Et je mesure entre mon première intervention il y a 6 ans et celle d'aujourd'hui, les progrès que j'ai pu faire. Aujourd'hui, c'est moi qui apprends le plus, puisque c'est moi qui suis en train de vous expliquer. Du coup, je dois analyser, prendre du recul, etc. Donc, première chose, dans une classe coopérative pour démarrer, c'est une classe où il va y avoir plus de règles, parce qu'il va y avoir plus de liberté. Alors, ça peut paraître contradictoire, mais pas du tout, parce qu'à chaque droit, il y a un devoir associé. Par exemple, j'ai le droit d'être écouté. Et là, depuis tout à l'heure, vous m'écoutez, mais vous auriez le droit de vous exprimer aussi. On va avoir un moment où on a les droits. Donc là, on a le devoir d'écouter les autres, mais on va avoir aussi le droit de demander la parole. Avoir des moments de liberté, j'en parlais tout à l'heure, du coup, il va falloir respecter la liberté des autres. Oublier, à un moment donné, ils ont des moments où ils peuvent aller boire au lavabo que j'ai juste à côté, surtout qu'à tard, dans cette période, il fait super chaud avec une baie vitrée en plein sud, j'ai un lavabo dans la salle, il y a des moments où ils vont avoir le droit d'aller boire. Inconvénient, forcément, si vous leur laissez la liberté, ils sont qu'adolescents, ils vont y aller à 3 ou 4, ils vont s'arroser, bon, ça va être l'occasion de faire vivre la citoyenneté et de se demander pourquoi il y a des règles, je vais y revenir après. L'autre chose aussi, terminer son travail dans les délais, je vais être exigeant. D'un côté, il y a la bienveillance, de l'autre côté, il va y avoir l'exigence. Oui, je vais être bienveillant, tu as fait ton travail dans les délais, tu as le droit d'aller aider quelqu'un d'autre, tu as le droit d'aller un peu plus loin sur telle activité, ou tu as le droit de revoir rapidement ta leçon d'histoire parce que tu as cours juste après. Le travail a été fait dans les délais. Donc, des règles communes, par exemple ces feux tricolores, je vais vous expliquer comment je les introduis. Le feu rouge, je ne parle pas, je travaille seul. Le orange, j'écoute, je demande la parole. Donc là, on a un feu orange depuis super longtemps, mais vous avez été habitués à ça. Nos élèves, je ne les laisse pas aussi longtemps, pas une heure de temps.
Je murmure, je peux travailler en équipe, je peux me déplacer, donc ça va être le feu vert. Je peux aller voir dans le dictionnaire, voir sur les livres, voir sur Internet, demander à quelqu'un. Dans ces conditions, ça ne sera pas de la triche. Par contre, à la partie rouge, il y a des moments où on travaille individuellement, où là, ça va être considéré comme de la triche ou comme une gêne pour la classe. Sur le travail d'équipe, je vais introduire un distributeur de parole, un référent du calme. Le distributeur de parole, il veille aussi à ce qui n'est pas un bavard comme moi qui monopolise la parole. Et que celui qui n'est pas parlé, on puisse dire au fait, qu'est-ce que tu en penses? Peut-être qu'il n'en pense à rien ou d'à rien dire, mais au moins on se sera en souci de lui. Donc ça, c'est pas naturel, je vais vous montrer comment j'y fais. Et ça, je vais vous montrer juste après. Un petit triangle, un tétraède. J'ai un collègue de formateur en français qui l'utilise. La partie jaune vers en haut, c'est j'ai une question, mais elle n'est pas urgente, donc je ne suis pas bloqué, je peux continuer à travailler. L'élève doit se demander, parce que souvent il attend. Mais tu ne pouvais pas faire autre chose en attendant? Ah oui, ça l'oblige à réfléchir, tiens, oui, mais je ne suis pas bloqué. S'il est bloqué, il met le rouge vers en haut. S'il est en train d'aider quelqu'un, ou si c'est aidé, il va mettre le sommet bleu vers en haut. Et si tout va bien, il met le sommet vert vers en haut. Alors tout va bien, ça fait tout va bien parce que le repas, c'est je ne fais rien. Mais lui, ça le fera. J'aurai un moment où je vais discuter avec lui de qu'est-ce qui allait pour lui, qu'est-ce qui ne va pas pour moi, et nous allons essayer de trouver un compromis pour. Et puis je lui montrerai une voie exigeante pour qu'il puisse progresser. Alors, du coup, je démarre dès le premier cours. Là, c'est un film que j'ai fait le premier cours de l'année avec une classe de 4e que je n'avais pas l'an dernier en 5e. J'avais 2 classes sur 5 l'an dernier. Donc, je connais que les 2 5e des élèves. Cette classe, je ne la connaissais pas. Nicolas Toureau a tweeté ça sur Internet, une petite vidéo de quelqu'un qui a mis ça en place avec des responsables politiques, avec des managers dans une entreprise, avec des étudiants en droit, avec des maternelles. Donc un petit test, je vous laisserai aller voir ses conclusions, c'est vraiment intéressant. Je donne un chamallow, 20 spaghettis, 1 mètre de scotch, 1 mètre de ficelle, faire une construction la plus haute possible. Donc il y a un petit cahier des charges là qui passe en nom. Voilà ce que ça donne. Donc là aussi, ou alors tu fais comme plus loin pour la photo. Ils avaient un quart d'heure pour mettre le chamallow le plus lourd possible de la table. Ils ont d'abord construit puis mis le chamallow, tandis que d'autres équipes ont construit essais, erreurs, d'où l'intérêt du prototypage. On peut apprendre plein de choses. Sur la triangulation vue en 5e, j'ai rebondi sur énormément de choses, mais avant tout, je voulais mettre en place l'esprit de coopération. Et donc, première chose que j'ai faite, on a fait un point. Ce n'était pas l'activité qui m'intéressait, c'est ce qu'on allait en faire. Pensez-vous qu'il est possible de travailler ainsi cette année? Oui, j'aime cette façon de travailler, 9 élèves. Oui, à condition de gérer le bruit, c'est hyper bruyant. Mais c'était la première, ils ne me connaissaient pas. J'ai dit bonjour, je m'appelle Cyril Vascassi, je suis professeur de technologie. Et plutôt que de vous parler pendant 1 heure de comment je vais travailler, ou comment nous allons travailler, je vais vous le faire. Et nous allons en discuter. Non, cette façon de travailler me perturbe 2-3 élèves, et je n'ai pas prévu de travailler en technologie cette année, 2 élèves. Alors l'un d'eux m'a dit qu'il avait répondu par provocation. Les 4 autres, ça m'a donné l'occasion d'aller les voir, puisque pour eux c'était anonyme, mais pour moi je sais qui a répondu quoi. Et ça m'a permis d'aller voir ces élèves-là. Alors la plupart d'entre eux n'avaient pas aimé l'équipe dans laquelle ils étaient. Simplement parce que je leur ai dit en début d'année, je vais vous classer par ordre alphabétique parce que mon objectif est de vous connaître le plus rapidement possible. Mais c'était que pour cette activité-là. Ensuite, on a vu dans la vidéo tout à l'heure que certains sont partis sur le portail, d'autres sur l'ascenseur, et là ils se sont remis par affinité. Il y a des moments dans l'année où je referai des équipes au hasard, par exemple en tirant le jeu de cartes, tous les rois vont se mettre ensemble, tous les vont aller ensemble, etc. Et pour aussi apprendre à travailler avec d'autres que ses copains.
Donc, lorsque certains ne vont pas respecter les règles, et ça arrive forcément une fois, deux fois, eh bien, on va rappeler que la liberté existe parce qu'on les respecte. Donc, une petite image que je sortais du bouquin de Gérard Devecchi, une banque de situations de problèmes. Au passage, il a aussi édité un dernier bouquin sur apprendre à développer l'esprit critique chez les élèves, que je suis en train de lire, je ne l'ai pas tout à fait fini. Donc, moins fort la musique, s'il vous plaît. Je fais ce que je veux, je suis en démocratie. Il veut que ce soit un pseudo sur la figure. Donc la liberté de l'un s'arrête, comment sa liberté de l'autre, c'est bien connu. Et du coup, je leur posais un certain nombre de questions métacognitives pour dire qu'est-ce que c'est qu'être libre selon toi? Pourquoi existe-t-il des règles? S'il n'y en avait pas, que se passerait-il? Quelle est la règle que tu n'as pas respectée, etc. Ça, je le tire d'un livre de Jean-François Blain, l'année où j'étais contractuel. J'ai eu la chance d'être formé dès la première année. Ça m'a évité de donner à mes élèves comme punition un exercice de technologie. Sinon, ils auraient pris la technologie comme une punition. Donc ça va me permettre ensuite de rediscuter avec l'élève. Pendant 15 jours, il va être séparé du travail d'équipe. Vous allez le voir sur la vidéo qui suit. L'élève est tout seul à mon bureau, ça faisait 15 jours qu'il y était. Il va pouvoir revenir en classe à condition de me demander l'autorisation à chaque fois qu'il veut faire quelque chose. Pendant 2 semaines, il a en conduite accompagnée. Et ensuite, il va pouvoir à nouveau avoir son permis de travail autonome. Encore un outil que je sors de Sylvain Connac. Le souci, c'est qu'au début, ça ne fonctionnait pas. Parce que je l'ai séparé qu'une heure de cours. Il me dit non, on laisse 15 jours. Qu'ils aient le temps d'être frustrés et d'avoir envie de revenir dans le travail en équipe. Là, ça fonctionne parce que c'est eux qui ont envie de revenir. Donc voilà la classe de terrible dont les collègues disaient qu'ils étaient hétérogènes, qu'on ne pouvait pas travailler, etc. Voilà, comme ça, on va pas finir la tête. Merci pour eux. J'ai le droit à l'image et pour l'utilisation dans les collèges, donc je ne le diffuse pas sur Internet. La première des choses, c'est de trouver une activité qui a du sens pour eux. Là, le problème, il est tout seul. Mais pourquoi le moteur ne s'arrête pas? Ah, défi, ben vous trouvez. C'est parti, vous avez 3 semaines pour vous trouver. Donc, toujours les documents sont présentés de la même façon. 3 consignes pour quelques heures de cours. Pourquoi on le fait? Comment savoir si j'ai réussi ou pas? C'est les indicateurs que le prof va observer. Et où est-ce que j'ai des ressources pour pouvoir m'aider? Au début, je sélectionne des ressources pour aller plus vite. Progressivement, ça sera à eux à trouver les ressources tout seuls. Donc là, le temps de travail individuel, moi, ça me permet de diagnostiquer. Je suis à une évaluation diagnostique. 70% des élèves qui ne se mettent pas au travail, c'est parce qu'ils n'ont pas compris la consigne. Ou alors, c'est parce qu'ils ont un problème, posture de refus, parce qu'il y a un problème vraiment à prendre en compte. La gamine qui vous dit que sa maman est en train de passer le chino, je comprends qu'elle ne se mette pas au travail de suite et que peut-être il serait préférable pour elle qu'elle aille voir l'infirmière pour en discuter. Donc vraiment les postures de refus à prendre en compte chez les élèves, c'est très important. Et là, je ne vais pas donner son nom, mais voilà l'élève qui est tout seul. Il a progressé depuis. Il m'a fallu 1 an et demi. Et là, vous allez retrouver les pictogrammes avec les différents éléments que Sylvain Connac m'avait donné. Beaucoup de ces élèves étaient absentéistes, donc ils avaient 1 ou 2 séances de retard. Ils pouvaient s'entraîner du coup pour savoir ce qui avait été fait la fois d'avant. Ils repartaient de ce qu'ils savaient. Ça, c'était vendredi après-midi en fin de journée, donc beaucoup d'élèves étaient exclus. Et le bruit, c'est le bruit de ceux qui sont en EPS dehors dans la cour. Avant, on n'entendait même pas le son de ma voix. J'ai une collègue qui est venue une dizaine de fois pendant 2 ou 3 ans me voir le vendredi après-midi. Au début, elle m'a dit comment tu vas faire? Je lui ai dit j'en sais. Donc au début, j'étais en grande difficulté. Eh bien, il m'a fallu de la persévérance pour arriver à ce résultat-là. Aujourd'hui, ils sont en 3e, je regrette de ne pas les avoir, mais c'est mes collègues qui en profitent. Alors ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'il y a eu 2 ou 3 éléments qui sont arrivés, 2 ou 3 élèves, qui ont changé la donne, parce qu'enfin, il y avait des élèves un petit peu meilleurs qui ont pu servir de tuteurs aux autres. Dans mon établissement, par le jeu des options, par le fait que la première règle du chef d'établissement, c'est qu'il n'y ait pas d'heure d'études pour les élèves, eh bien, on se retrouvait avec 30 élèves où il n'y avait pas des élèves de couleur dans les autres classes, clairement, disons comme c'est. Ou si je m'amuse à regarder les métiers, c'était les classes où il y avait les fils d'enseignants et de cadres. Et dans l'autre classe, on me dit oh oui, non, vous en avez que 20, hein. Ouais, mais comment je les ai 20, ils me demandaient tous de l'aide à moi, ils ne pouvaient pas s'entraider entre eux.
Allez, apprendre à gérer les émotions, ça va être super important aussi. Les conflits entre eux sont plus importants que les conflits entre moi. Il y en a quasiment plus. Là aussi, je vous passe, il y a quelques émotions qu'on aurait pu s'amuser à reconnaître, mais je préfère qu'on échange un petit peu. Donc, toujours un document pour démarrer, c'est une tâche complexe, un défi à relever. Et le choix, je veux apprendre la programmation à partir de Pickaxe, à partir de Scratch, à partir du matériel Groove de chez Technologie Service, à partir d'Arduino. Je laisse le choix. Avant, je choisissais à la place de mes élèves. Donc, ah non, ce programme il est quand même mieux, ou ce matériel coûte moins cher. Ou... Non, laissez le choix. Avant, il y a 5 ans, quand je venais, je vous avais dit qu'il fallait passer par l'algorithmique avant de passer au codage. Non, je laisse le choix. Ma fille en CM1 a compris Scratch sans connaître même X et Y, abscisse et ordonnée. Elle a très vite compris à quoi ça servait par tâtonnement. Beaucoup d'élèves ont fonctionné par tâtonnement. Le fait d'être sur 2 langages différents au minimum fait qu'ensuite, par analogie, ah oui, ça c'est pareil. Ouais, mais ça on appelle ça une condition. Ah, là ça ressemble, oui, ça on appelle ça une action. Et là, on va pouvoir le traduire dans un langage commun qui va être l'algorithmique, et l'algorithmique prend tout son sens. Donc mon pari aujourd'hui, c'est de faire l'inverse du bon sens que je vous avais dit il y a 5 ans. Méfiez-vous du bon sens. Le bon sens veut que quand on sait faire du vélo, on conseille à la personne d'aller doucement. Alors que si on réfléchit un peu, il ne faut pas qu'elle si on réfléchit un peu, il faut lui conseiller d'aller vite. Parce que l'équilibre est lié à la vitesse. C'est pour ça que celui qui aide progresse tout autant, si ce n'est plus que celui qui aide. Et méfiez-vous de ce fichu bon sens. Donc ça, c'est mes collègues, je vous laisserai qui utilisent ce tétraèdre, où on voit des élèves en mathématiques avec des temps individuels, des temps de travail individuel ou des temps de travail collectif, surtout en début d'apprentissage, c'est plus rassurant d'être à plusieurs, et où ils doivent positionner leur tétraèdre. Donc celle-là, vous la trouvez très facilement sur YouTube, donc je peux la passer. Pour aller plus loin cette année, j'ai planifié le travail, c'est un plan de travail. Quand on se lance dans des pédagogies coopératives, on donne un plan de travail. Je me suis inspiré de ce qui se faisait à l'école primaire, mais moi ensuite j'ai carrément mis les semaines, avec une ligne pour le prof, une ligne pour l'élève, les différentes activités. Et j'ai été encore plus loin cette année, puisque je leur ai donné un graphe d'antériorité. J'avais en prévisionnel dit on va faire le A puis le B, mais il y en a qui peuvent commencer par le D. Et alors là, c'est magnifique, il y a des classes qui font tout l'inverse de ce que j'avais préconisé. Ils préfèrent faire le contraire de ce que dit le prof. C'est des adolescents, mais ça fonctionne bien. Donc là, je suis en train de tester ça cette année, ce qui fait que si j'étais prof d'histoire géo, j'ai des élèves qui bossent sur l'histoire, les autres sur la géo, et encore même pas sur la même leçon. Donc pour suivre les élèves, il va falloir des outils. Pour l'évaluation, au moment où je vais évaluer tout le monde, avec des tests de connaissances, comme l'outil Pickers, je vais utiliser le numérique pour me faire gagner du temps, et en plus de tout ce que je peux observer, et à chaque fois, il y a des temps de remédiation, d'accompagnement personnalisé. Là, je vais créer un groupe de besoins sur la programmation, un groupe de besoins sur la notion de chaîne d'énergie ou chaîne d'information. Donc les groupes de plan médiel, c'est jamais les mêmes, ça va être la stigmatisation. Pour évaluer, je suis parti du nouveau socle commun, j'ai gardé les mêmes couleurs et je suis parti sur mon contrat de travail que je vous avais déjà présenté il y a 3 ans, donc il n'y a pas grand chose qui a changé depuis, si ce n'est une partie où l'élève s'auto-évalue, puis avant les vacances de la Toussaint, ça nous laissera 5 séances avant la fin du trimestre pour pouvoir mettre en place les remédiations. 4 seuils. Tiens, on retrouve ce qu'on va devoir appliquer pour le brevet des collèges. Alors moi, les seuils, c'est pas insuffisant, satisfaisant, etc. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'ai mis D, je n'y arrive pas encore, peut-être que je manquais de temps d'ailleurs, je vais essayer à nouveau. C, j'y arrive avec de l'aide, c'est le minimum que je demande. B, j'y arrive seul dans une situation que je connais, j'ai su le faire sur le portail, mais je ne sais pas encore le faire sur le robot aspirateur parce qu'on ne l'a pas vu. Ou A, je sais le faire dans une situation nouvelle, d'où l'idée de progression en cycle aussi. Voilà, une partie où ils vont mettre les éléments qu'ils ont réussi et un point sur lequel ils aimeraient progresser. D'ailleurs, dans mon appréciation, il n'y a que ça. 2 réussites, un point à progresser et le conseil pour progresser. Mon conseil, c'est pas de travailler plus. Il va falloir que je lui dise comment s'y prendre.
Voilà, ça, l'effet de la récompense, je ne vais pas passer la vidéo, je vais juste vous en parler. Je ne note pas, et là vous pourrez regarder la vidéo, c'est la même recherche. Tout à l'heure, on récompensait les bébés qui étaient altruistes, et certains ne les récompensaient pas. Ce qu'on s'aperçoit, c'est que les enfants vont moins aider parce qu'on les a récompensés. Du coup, ceux qui voient la note comme tout travail mérite salaire et on récompense ou on sanctionne, ça va avoir un effet. Méfiez-vous de ce fichu bon sens. L'autre chose, je vous laisserai faire ce test, vous le connaissez peut-être, mais pour vous dire qu'on ne peut pas tout voir, il fallait compter le nombre de passes. Donc si vous ne connaissez pas, je vais accélérer pour qu'on puisse échanger un petit peu. Donc, je ne peux pas tout voir, il faut que je multiplie les modalités. Ils me rendent des documents pour me montrer ce qu'ils ont fait. C'est eux qui me proposent des évaluations parce qu'ils savent que ça a des indicateurs pour aller plus loin. Ils m'en demandent même pour savoir s'ils peuvent passer à autre chose ou devenir tuteur de la classe. J'utilise l'application Plickers. Par exemple ici, j'ai pu donner mon avis. Non, personne ne me l'a demandé. Oui, il n'a pas été écouté. Alors que les autres pensaient que le travail d'équipe s'était bien passé. C'est comme ça qu'on va mettre en place les rôles pour dire attention. Toi, tu avais l'impression que ça s'est bien passé, c'est toi qui as parlé. Sur le MT, ils vont aller mettre des articles pour expliquer ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont appris. Distinguer ce qu'ils ont fait de ce qu'ils ont appris. L'idée, c'est que les articles de l'an dernier me servent cette année comme ressources pour les élèves de cette année. Moi, je travaille encore moins, mais surtout pour eux, je ne produis pas pour avoir une bonne note. Je produis pour aider quelqu'un l'année prochaine, pour être lu. Ça prend tout son sens. Ça n'a rien d'innovant, mais Célestin Freinet le faisait déjà il y a 100 ans. On appelle ça des enseignants innovants. Il serait temps qu'on s'y mette. Donc pour aller plus loin, un document, un memento, je l'ai relu encore dans l'avion, il fait une vingtaine de pages, il est très intéressant, qu'on trouve sur le site EduSchool. Et enseigner avec les classes hétérogènes de Jean-Michel Zakarchuk, vous avez aussi la personnalisation des apprentissages ou actualité de la pédagogie différenciée. Donc voilà, il ne reste pas énormément de temps, mais si vous avez des questions, je vous écoute. Je remarque en fait, on a fait des expériences sur les petits. Est-ce qu'il n'y a pas, est-ce qu'on n'aurait pas pensé à faire des expériences sur les ados? C'est bien que les ados, c'est un âge très très difficile, que ce soit pour les parents, pour tout le monde a dû le vivre. Les ados, c'est particulier. On sait qu'on retrouve l'aide plus tard, on la retrouve avant, mais cette période... Oui, ils ont choisi exprès les enfants parce qu'ils savent que les choses ont changé entre-temps, qu'ils ont été éduqués. Ils voulaient voir si l'altruisme était quelque chose de naturel ou pas. Et donc c'est pour ça qu'ils l'ont fait sur des jeunes enfants, pour voir justement s'ils n'avaient pas été influencés par l'éducation de leurs parents. Et donc ils ont essayé de les prendre le plus jeunes possible. Ils ont été jusqu'à 3 mois où on s'aperçoit qu'ils sont altruistes. Et après, en le faisant avec les grands, on s'aperçoit qu'on les désapprend la coopération. On rentre dans un système de compétition. Sur les spaghettis, il n'y a pas une équipe qui se sont pris en compétition les uns par rapport aux autres. Il n'y a pas une équipe qui s'est dit, et si on mettait nos 20 spaghettis tous les 20e ensemble, on aurait une structure beaucoup plus haute. Ça, je leur amène à leur faire comprendre. Et qu'ensuite, c'est cet état d'esprit que je veux en classe. On n'est pas une équipe contre les autres. Moi, j'ai compris ça, je vais pouvoir servir de tuteur aux autres. Et donc, là, il n'y avait pas l'intérêt. Ensuite, il y a de la recherche sur les adolescents. Je ne vous ai pas montré la vidéo parce qu'il a fallu faire des choix. Mais ce que montre le cerveau, c'est que des connexions vont se défaire au niveau du cerveau pendant la phase d'adolescence. Il va désapprendre des choses. Il va se mettre en opposition avec l'adulte pour pouvoir se construire. Et quand on lit, il y avait une inscription déjà sur une inscription babylonienne qui date de plus de 3000 ans, qui montrait déjà que les adolescents ne respectaient pas leur aîné, etc. On pourrait croire qu'elle est d'actualité. Donc on sait déjà pas mal de choses sur les adolescents. Oui. Deux questions. Les tuteurs dont tu parles, est-ce que tu les formes pour... Alors les tuteurs, est-ce que je les forme? Au début, je ne les formais pas, on en était à de l'aide, je reformule pour ceux qui n'ont pas entendu. C'est là que tu voulais compléter? Oui, est-ce que tu les aides à... Est-ce que tu les formes à aider à la place de faire d'eux? Et est-ce que c'est toi qui vas les orienter quand tu vois quelqu'un qui demande de l'aide, Coralie va aider, machin, ou est-ce que c'est des élèves qui vont chercher des tuteurs? Oui, mais c'est un apprentissage long. C'est-à-dire qu'au début, ça va être de l'aide, ça ne va pas être formalisé par le prof, et je vais avoir des temps où je vais m'arrêter avec des questions. Au fait, est-ce que j'ai
déjà dans le trimestre ou pas? Oui, non, il y en a qui n'ont pas envie d'aider. Est-ce que j'ai été aider mes amis ou d'autres personnes? Et quand j'ai été les aider, il y a ce petit brevet du tuteur avec un certain nombre de questions. Est-ce que aider, c'est donner la réponse? Est-ce que c'est poser des questions? Donc, il y a plusieurs niveaux d'aide. Par contre, l'élève qui se contente de donner la réponse, la recherche montre que ce n'est pas complètement grave. Parce que si l'élève était bloqué, de toute façon, vous l'avez débloqué même en lui donnant la réponse s'il n'aurait rien fait d'autre. Ils savent ensuite que je vais les réévaluer de façon individuelle. Et souvent, c'est juste un petit entretien de 3 minutes avec eux. Il y a un cours où je suis plus disponible, je ne fais que passer, leur poser des questions, tous ceux pour qui j'ai des doutes, qui n'ont pas rendu leur travail, ou que je vois souvent en position d'aide. Je vais essayer d'affiner mon diagnostic. Et c'est ensuite, donc, les tuteurs, ils ont une phase où ils apprennent à aider, effectivement. Alors ça va me demander 2 trimestres. J'en récolte les bienfaits au 3e trimestre. On dit, ouais, mais tout le monde de temps. Attendez, les programmes, ils sont un cycle, là. Et puis si je n'étais pas le seul à le faire, quoi. Donc chaque année, j'arrive à faire augmenter le niveau de mes élèves, alors quand j'entends que le niveau baisse, je suis inquiète. Tu pourrais nous détailler la phase d'évaluation? La phase d'évaluation, elle est tout le temps en évaluation. Là, vous êtes en train d'évaluer. Et du coup, elle est tout le temps formative, tout le temps diagnostique. J'ai pas besoin de les classer avant le 3e trimestre, le 3e. Non, c'est pas le classement, c'est juste... Oui, mais du coup, dès qu'ils arrivent, qu'ils se rangent dans le couloir, j'évalue lequel va être prêt à travailler, lequel a le souci. Une fois qu'ils sont rentrés, partis travailler autonome, seul 5 minutes, j'évalue lequel se met au travail rapidement, celui qui s'y met pas. Et après, je peux aller approfondir. Après, tous les outils numériques comme Plickr, 4 minutes, il y en a un. Plickr, c'est les QCM intégrés, l'ENT ou même ceux de Google ou autres, vont me donner des indications supplémentaires, serait-ce que sur les tests de connaissances. Je n'évalue plus la mémoire à court terme, parce que je peux refaire la même évaluation à des périodes différentes. Ah, voyons, vous vous souvenez, ce qu'on a fait en 6e, c'est parti. Et ils sont demandeurs, ils ne sont pas sanctionnés ou récompensés. Donc même si ça arrive par surprise, ils sont contents. Ah, toi c'est bon, mémoire à long terme, tu peux servir de tuteur. Ah, toi tu vois, tu l'as su il y a quelques semaines, tu le sais plus, tu dois y revenir dessus. Et donc il faut que je cible juste les éléments fondamentaux, parce que je ne peux pas faire ça pour tout. D'où la réflexion de me dire, et alors si j'avais que le trimestre pour traiter le programme de 3e, qu'est-ce que je prendrais? Dans quelle situation je veux que les élèves soient autonomes? Et je pars de ça. Ça va être le socle du socle. Oui. Comment la méthode est vue par les parents? Alors, la méthode par les parents, c'est amusant parce que certains viennent me voir en disant ah, ça y est, mon enfant, en fait, moi, ça avait voulu super heureux de venir à l'école. Il y en a un qui m'invite encore dans 2 semaines, il passe son brevet de pilote, il m'invite à monter dans l'avion avec lui, on va aller jusqu'à Biarritz en avion. Il vient d'une famille, son père vient d'être embauché à l'ESP, il fait la maintenance, donc il ne vient pas d'une famille aisée. Et tous les enfants dyslexiques, les parents d'enfants dyslexiques sont contents parce que même l'AVS, elle se retrouve là comme ressource presque, comme les élèves s'entraident, même elle se sent presque inutile. Donc je n'ai plus d'aide dans ma classe parce que l'aide vient d'autres élèves. Et ce qui est le plus marrant, c'est la réaction des parents qui sont enseignants. Alors vous, ils viennent, ils me disent là, ça me pose un souci. Vous me questionnez. J'ai beaucoup d'enseignants, quand je leur donne des formations continues, qui reviennent me voir en classe, voir ce qui se passe. J'ai une collègue de maths qui m'a écrit un mail, c'était ouf. Au début, elle a fait plein la figure, ça bouillonnait dans tous les sens. Et là, elle est en train de mettre des choses en place en mathématiques dans son collège, c'est fabuleux. Donc voilà, ça questionne. La maman d'un des gamins qui était là en vidéo va avoir ma fille en classe, et moi je suis son fils. Donc elle est venue me voir juste pour me dire que son gamin était très content et qu'elle savait la question. Toujours par rapport à l'évaluation, moi ça me paraît extrêmement bien, mais par rapport à l'institution, quand on me demande un bulletin, des trucs comme ça, parce que c'est d'être... Alors je suis le seul à faire ça dans mon établissement, avec un chef qui croit à la méritocratie, qui m'a dit que je mettais en danger les élèves parce que je ne les écoutais pas, et du coup, il faut savoir que dans mon établissement, au premier trimestre, on remet les bulletins en main propre, et ils viennent, c'est la dernière minute, donc il n'y aura plus de questions, ils viennent me voir. Donc j'ai une partie pédagogique où je leur dis comment je fonctionne. Et là, je suis en train de préparer une petite vidéo sur YouTube pour expliquer aux parents aussi ma façon de fonctionner, que je mettrai sur le LT du collège, pour qu'ils puissent comprendre pourquoi je fonctionne comme ça. Mais en tout cas, l'évaluation, c'est est-ce que je peux aller plus loin? Est-ce que je dois revoir? C'est où j'en suis.
Et là, ça change. C'est évalué par compétence sans évaluation chiffrée en fait. Oui, après, je pourrais remettre un chiffre. Hein. C'est juste qu'au chiffre à la note, on lui fait dire n'importe quoi. Le gamin, il avait 8, il a 12. Waouh, qu'est-ce qu'il a fait comme progrès? Ah oui, j'étais sur la géométrie, je suis sur la algèbre. Il a toujours 8 en géométrie, il a 12 en algèbre. La note, on lui fait dire n'importe quoi. Et en plus, les élèves ne voulaient pas s'aider, parce que sinon, si c'était quelqu'un, il allait avoir une meilleure note que lui. Voilà, du coup, j'ai pu enlever la note pour toutes ces raisons. Mais maintenant que je les ai désappris à désapprendre leur mauvais rôle d'élève, je pourrais la remettre, que je mette ABCD ou des chiffres. Mais est-ce que chaque compétence est évaluée quand même avec, on n'est pas très bonne maîtrise, maîtrise insuffisante, etc. Rien. Seulement celles sur lesquelles je suis prête à mettre en place une remédiation. Les autres, on en aborde. Je sais très bien que là, on a des élèves à l'UT. Mon formateur Bernard Coquille, peut-être certains d'entre vous le connaissent, il me dit qu'il a 15% des élèves à l'UT qui savent faire 1 plus 1 sur R1 plus 1 sur R2 en électronique égale L sur R, mettre au même dénominateur, bac plus 1 ou bac plus 2, 15% de réussite. Donc là, à un moment, je me demande pourquoi on passe pas de temps à évaluer. Évaluons la mémoire à long terme et on va voir la différence. Bon, on me fait signe qu'il faut arrêter. Je vous remercie. Il y a